Alors, je pense que tout à l'heure dans le débat, il y aura des questions. Nous avons voulu voir aussi, proche de nous, dans un autre pays également en grande partie francophone, voir comment ça marche chez nos amis suisses. Et donc, nous avons sollicité un médecin spécialiste en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale, qui est surtout aussi le président d'Exit. Exit, c'est l'ADMD suisse. Et ce médecin est très, très engagé. Il est très connu, pas seulement en Suisse, parce qu'il participe à de nombreux colloques en France, mais il est connu au point même que le Parisien, en 2002, avait fait un article, ce qui montre que les débats ne sont pas toujours aussi sereins que celui que nous avons ouvert. On disait « Comment le docteur Sobel aide à mourir ?» Et on sent bien qu'à travers ces titres un peu populistes presque, comment le débat est très souvent caricaturé avant même d'avoir été ouvert. Donc, merci. Vous avez la réputation de parler vrai. Donc, nous attendons aussi de connaître un peu mieux l'expérience en Suisse, comment ça fonctionne. Merci d'être venu parmi nous. Docteur Sobel, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le système suisse. La Suisse est un État particulier, est un État pragmatique. En Suisse, on a la chance de pouvoir bien vivre et de pouvoir avoir une bonne mort si l'on a une philosophie stoïcienne. Rappelons que Sénèque disait « Ce qui compte, c'est de vivre bien, pas de vivre longtemps. Si la vie la plus longue n'est pas toujours la meilleure, la mort qui se prolonge est toujours la pire. Pour sa vie, on a des comptes à rendre aux autres, pour sa mort, à soi-même. Et la meilleure mort, c'est celle qui nous plaît. » Suivant. Je suis un peu en avance à notre rendez-vous. L'association Exit Suisse romande a été créée à Genève en 1982. Et son premier combat a été de faire reconnaître les directives anticipées. Ces directives anticipées, qui font partie de la bonne pratique médicale maintenant, ont été bien sûr combattues par le monde médical qui considérait que c'était une mise en cause de sa toute-puissance. Et c'est vrai, c'était une mise en cause. Qu'est-ce qu'elle disait, ces directives si scandaleuses ? Elle disait et elle demandait, après mûre réflexion et en pleine possession de mes facultés, je sous-signais demande que soient considérées comme l'expression de ma volonté les dispositions suivantes. Que l'on renonce à toute mesure de réanimation si mon cas est considéré comme désespéré ou incurable, ou si à la suite d'une maladie ou d'un accident, je devais être gravement handicapé physiquement ou mentalement. C'est ce qu'on appelle l'arrêt des soins, l'euthanasie passive. Ces directives demandaient encore qu'une médication antalgique à dose suffisante me soit administrée pour apaiser mes souffrances, même si celle-ci devait hâter ma mort. Ce n'est pas une euthanasie active, c'est ce qu'on appelle un double effet. On donne une dose de médicament pour calmer les souffrances et on accepte un effet collatéral éventuel qui serait un peu de raccourcir le temps de la vie. Ce double effet est accepté par l'Église. Et on demandait encore de désigner un représentant thérapeutique chargé de faire respecter sa volonté au cas où on ne serait plus capable de discernement. Suivant. Ces directives, eh bien, on a dû se battre et on a eu une initiative parlementaire qui a été acceptée par le Conseil national en 2003. Et cette initiative parlementaire demandait de compléter les prescriptions du Code civil relatives à la protection de la personnalité par une disposition selon laquelle les instructions écrites du patient concernant son traitement médical et son droit à une mort digne seront juridiquement contraignantes, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre juridique ou qu'elles correspondent à la volonté effective ou présumée au moment du décès. Suivant. Ces directives font partie maintenant de notre Code civil. Et à l'article 370, on a le principe
toute personne capable de discernement peut déterminer dans des directives anticipées les traitements médicaux auxquels elle consent ou non, au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne et elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat ou ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. Suivant, l'article 377 parle du plan de traitement. Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. Suivant. L'article 378 est extrêmement intéressant et vous allez voir pourquoi. Il traite des représentants. Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel dans l'ordre. 1. La personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude. 2. Le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical. Ensuite, 3. Son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. 4. La personne qui fait ménage commun avec elle, etc. 5. Ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle. 6. Ses pères et mères. 7. Ses frères et sœurs. Cet article nous évite d'avoir des drames comme celui que vous vivez dans le cas de Vincent Lambert. Cette situation est réglée par ces directives anticipées. Nous n'avons pas de situation comme vous vivez. Suivant. J'aime beaucoup cette image qui représente un petit peu ce qui se passe en Suisse. En Suisse, notre association a brisé le tabou de la bonne mort. L'euthanasie, c'est la bonne mort. En Suisse, chacun peut choisir sa mort. Nous avons la possibilité de mettre à disposition de la personne qui le souhaite les moyens de se suicider. C'est-à-dire que c'est la personne qui fera elle-même le dernier geste qui va lui permettre de quitter cette vie. Si cette personne est capable de boire, elle va boire la potion mortelle qu'on lui amène. Si cette personne a des sondes nasogastriques ou des sondes de gastrostomie qui vont dans l'estomac, elle va s'injecter elle-même la potion mortelle comme elle s'injecte les aliments. Si la personne a une perfusion, on peut fermer la perfusion, on met dans la perfusion le poison et la personne ouvre le robinet elle-même. Elle fait le dernier geste qui lui permettra de quitter cette terre. Si elle ne le fait pas, il ne se passera rien. Nous pouvons aussi aider des gens qui sont tétraplégiques. Des gens tétraplégiques sont capables de boire à la paille une boisson. Nous leur présentons la boisson que ces personnes vont boire à la paille. Si elles ont peur ou si elles hésitent, il ne se passera rien. Donc, par notre système de suicide assisté, la personne contrôle elle-même sa vie et sa mort, et personne d'autre. Nous n'avons pas la possibilité de faire une injection directe à la personne. C'est une euthanasie active directe qui n'est pas possible dans notre système suisse. Et dans notre système, tous les cas sont annoncés à la justice. Et chaque cas fait l'objet de l'ouverture d'une instruction pénale contre nous, et cette instruction est close sur un non-lieu. Suivant. Comment notre système fonctionne ? Eh bien, il fonctionne selon l'article 115 du Code pénal. Incitation ou assistance au suicide. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour 5 ans ou plus ou de l'emprisonnement. Tous les cas se closent sur un non-lieu. Nous aidons la personne par compassion, par philosophie. Nous ne sommes pas son héritier. Nous n'avons
aucun mobile égoïste. Donc, nous ne sommes pas sanctionnables. Suivant. Le tribunal fédéral, en 2006, a complété un petit peu cette assistance au suicide. Et dans une ordonnance, il a confirmé le caractère obligatoire d'une ordonnance médicale pour obtenir la potion mortelle. C'est-à-dire qu'un médecin qui fait la prescription va pouvoir être à même d'en rendre compte devant la justice s'il y a un problème. Ce n'est pas en vente libre. Un médecin doit obligatoirement faire cette ordonnance. Ensuite, et c'est fondamental, le tribunal fédéral confirme que chaque être humain capable de discernement, même atteint de troubles psychiques, a le droit garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme de décider de la manière et du moment de sa propre mort. Ce droit de décision appartient au droit à l'autodétermination au sens de l'article 8, chiffre 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ceci aussi longtemps que la personne concernée est en situation de faire librement son choix et d'agir conformément à sa volonté. C'est pas mal comme interprétation. Ensuite, notre tribunal fédéral souligne cependant qu'il n'existe pas pour la personne qui veut mourir un droit à l'accompagnement. Il y a un droit à l'objection de conscience pour le médecin qui ne souhaiterait pas participer à cette assistance au suicide. Le tribunal fédéral souligne que l'assistance au suicide pour une personne psychiquement malade est délicate et que toute évaluation exige nécessairement un rapport détaillé d'un spécialiste en psychiatrie. Pour quelqu'un qui a une pathologie psychiatrique, nous avons une expertise qui doit montrer que la situation est en impasse thérapeutique, que les traitements médicaux corrects ont été donnés et que la personne persiste dans sa demande et qu'elle a sa capacité de discernement. Et ça veut aussi dire autre chose. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui fait une demande d'assistance au suicide ne doit pas être considéré comme un malade psychiatrique qui a automatiquement perdu sa capacité de discernement. Et nous allons encore revenir sur cette capacité de discernement qui est un élément fondamental et central. Suivant. Alors là, c'est pas mal. C'est la Suisse. Vous savez qu'en Suisse, on vote beaucoup. Et vous savez qu'en Suisse, les citoyens peuvent lancer des initiatives pour faire de nouvelles lois ou contrer des lois. Alors il se trouve que dans le canton de Zurich, en 2011, 2 partis fondamentalistes religieux ont lancé 2 initiatives populaires qui voulaient, 1, interdire le tourisme de la mort, c'est-à-dire interdire que des gens étrangers viennent mourir en Suisse, et 2, ils voulaient en fait interdire l'aide au suicide en modifiant l'article 115. Alors, comme ils ont obtenu le nombre de signatures requises, eh bien, il y a eu une votation. Et cette votation a été magique. Les citoyens zurichois ont rejeté la première initiative par 78%, et ils ont rejeté la deuxième initiative par 85%. Ça veut dire que 85% de la population de ces cantons soutient le principe de l'assistance au suicide, même s'ils ne vont pas en bénéficier et qu'ils ne veulent pas l'utiliser pour eux-mêmes. Ça fait partie de notre tolérance suisse. Alors je dirais que c'était magique parce que là, les initiants se sont marqués sportivement 2 autogols magistraux suivants. Et ces autogols ont été pris en compte par notre Conseil fédéral qui a fait un rapport en juin 2011 sur les soins palliatifs, la prévention du suicide et l'assistance organisée au suicide. Suivant. Voilà les 3 points de conclusion de ce rapport qui confortent la pratique de l'assistance au suicide telle que nous la pratiquons. Une modification du droit pénal n'est pas la réponse appropriée aux besoins de la population de bénéficier d'un renforcement du droit à l'autodétermination. Après un nouvel examen de la situation, le Conseil fédéral est convaincu qu'il est possible de lutter contre les abus qui peuvent être commis dans le cadre de l'assistance au suicide à l'aide des instruments légaux actuellement en vigueur. Ce complexe de dispositions, code pénal, loi sur les produits thérapeutiques, loi sur les stupéfiants et règles déontologiques, a en outre l'avantage d'être souple, orienté vers la pratique et constitue un bon équilibre entre le devoir de protection de l'État et le respect de la liberté personnelle des individus. Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il faut renoncer à modifier la législation pénale fédérale pour régler l'assistance privée ou organisée au suicide. Deuxièmement,
La poursuite des mesures dans le domaine de la prévention du suicide et des soins palliatifs est indispensable. Étant donné que l'autodétermination revêt un caractère fondamental dans le cadre de l'assistance au suicide, les mesures doivent avoir pour objectif de renforcer le droit à l'autodétermination, notamment dans les situations liées à la maladie en fin de vie. Cela signifie concrètement que la population doit mieux connaître les solutions alternatives au suicide assisté et que les personnes doivent pouvoir prendre leurs décisions librement, c'est-à-dire en étant le moins possible influencées par les souffrances physiques, psychiques et sociales. Enfin, il n'existe aucun consensus clair en Suisse sur la question de savoir si et dans quelle mesure il faut réglementer au niveau fédéral et en sus des réglementations déjà existantes l'assistance organisée au suicide. Cette constatation constitue un obstacle majeur à l'adoption d'une réglementation fédérale susceptible de satisfaire une majorité de la population, ce d'autant que la thématique abordée est extrêmement personnelle. Suivant. Lorsque quelqu'un demande à notre association d'être aidé à mourir, eh bien, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être établies. Premièrement, bien sûr, il faut être membre de notre association Exit Suisse Romande, si l'on est en Suisse romande et qu'on souhaite notre aide. Deuxièmement, la personne qui demande notre aide doit être domiciliée en Suisse. Exit Suisse Romande aide des personnes qui sont domiciliées en Suisse, suisses ou étrangères, mais nous ne faisons pas ce qu'on appelle le tourisme de la mort. D'autres associations suisses le font. Troisièmement, il faut avoir son discernement, et j'y reviendrai plus tard, c'est un point fondamental. Quatrièmement, la personne va faire une demande manuscrite ou un acte notarié si elle ne peut pas écrire, qu'elle va nous envoyer avec un dossier médical complet. Lorsque nous avons ces éléments, nous allons la voir, discuter avec elle et vérifier qu'elle est atteinte soit d'une maladie incurable ou d'une invalidité importante et qu'elle a des souffrances qu'elle juge insupportables, ou encore, autre cas de figure, qu'elle est atteinte de polypathologie invalidante liée à l'âge. Dia suivant. Nous parlons des souffrances physiques. Dans l'esprit public, la douleur, c'est la principale souffrance physique. Et vous voyez que dans cette liste, qui n'est bien sûr pas exhaustive, j'ai mis la douleur tout à la fin de la liste, parce qu'on sait que la douleur peut être bien traitée par de bons soins palliatifs dans plus de 90% des situations. Pas dans toutes les situations. Mais il y a d'autres souffrances physiques qui sont extrêmement importantes. Il y a la perte de force et la fatigue due à des traitements, par exemple une chimiothérapie, et les gens ont l'impression d'avancer en ayant un sac de sable de 25 kilos toute la journée sur le dos. Ils n'en peuvent plus. Il y a les problèmes de détresse respiratoire qui peuvent être dus à des tumeurs trachéobronchiques, qui peuvent être dus à une destruction des tissus pulmonaires chez les grands fumeurs qui ont des problèmes de bronchopneumopathie chronique obstructive. Ces détresses respiratoires peuvent être dues à des maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique, la commande nerveuse va se paralyser. Ces détresses respiratoires peuvent être dues à des problèmes de dégénérescence musculaire. Le soufflet ne fonctionne plus. Il y a bien d'autres souffrances, la nausée, les vomissements, la soif, la faim. Il y a des problèmes d'incontinence urinaire qui vont conduire à des cystites, des incompétences fécales, des problèmes de constipation. Et chez ces gens qui sont dénutris, on va avoir des escarres de décubitus qui vont s'ouvrir malgré les meilleurs soins infirmiers. Ce n'est pas de la faute des infirmières, c'est la faute de la situation. Enfin, il y a des problèmes de démangeaison, de prurite, et il y a des douleurs. Si toutes ces douleurs, ces problèmes physiques sont bien traités, eh bien, il y a les souffrances psychologiques qui peuvent être importantes et même parfois plus mal ressenties que les souffrances physiques. Toutes les souffrances physiques donnent des souffrances psychologiques, c'est sûr, mais une souffrance psychologique importante, c'est l'accentuation de la dépendance. Devenir dépendant de soins infirmiers 24 heures sur 24 est quelque chose qui peut être extrêmement mal ressenti par certaines personnes. C'est la dégradation de l'image de soi. Ces personnes se voient, et elles ont raison de se voir, comme des tapisseries précieuses. Et ces tapisseries précieuses s'effilochent, tombent en loques. Et ces personnes souhaitent s'en aller pendant qu'elles sont encore, à leurs propres yeux, elles-mêmes. C'est des problèmes de perte d'identité.
Vous avez des gens qui avaient des situations particulières, ils prenaient des décisions, ils avaient beaucoup de responsabilités et ils deviennent malades. Tout ça s'estompe et ils se sentent devenir des objets de soins. C'est une perte d'identité, cela constitue pour eux un déshonneur, une humiliation, une indignité. C'est des problèmes d'anxiété face à l'agonie et ça c'est très intéressant. Les gens n'ont pas peur d'être morts. Les gens ont peur de mal mourir. Ce n'est pas la même chose. Ils souhaitent mourir plus vite et bien, plutôt que plus mal et lentement. C'est encore des problèmes d'anxiété face à l'activisme médical, face à l'acharnement thérapeutique et même, dans certaines situations, l'acharnement palliatif. Ces gens ont compris que leur heure était venue et ils sont en face d'autres personnes qui ne veulent pas lâcher prise. Et tout ça est mal ressenti, c'est ressenti comme des formes de maltraitance. C'est enfin des problèmes de solitude ou de chagrin chez certaines vieilles personnes. Tous ceux qu'elles ont aimés sont déjà partis, passés de l'autre côté. Et leur dernier grand projet de vie, c'est d'aller les rejoindre. Suivant. Nous allons parler maintenant de ces polypathologies invalidantes liées à l'âge. C'est des personnes qui sont dans l'hiver de leur vie. Si vous considérez que la vie a 4 saisons et que la vie a 4 saisons de 25 ans, c'est des personnes qui ont 75 ans et plus, qui ont des problèmes médicaux, qui ne vont pas mourir d'une maladie cancéreuse prochainement, mais qui se trouvent dans une situation funeste et de plus en plus lourde. C'est des personnes qui ont des dépendances progressives et l'impossibilité d'accomplir sans aide au moins 2 actes ordinaires. Se vêtir, se dévêtir, se lever, s'asseoir, se coucher. Elles ont de la peine à manger. Elles ont de la peine à faire leurs toilettes. Elles ont de la peine à aller aux toilettes. Elles ont de la peine à s'essuyer. Elles ressentent ça extrêmement mal. C'est des personnes qui ont encore de la peine à se déplacer, des troubles d'arthrose. C'est des personnes qui peuvent avoir des problèmes de surdité et de cécité. Imaginez-vous une seconde, vous êtes sourd et vous fermez les yeux, vous n'entendez plus rien. Vous êtes emprisonné dans votre propre corps. C'est un enfer sur terre et ces personnes peuvent survivre dans ces situations-là pendant des années. Elles nous demandent d'y mettre un terme et on les aide. Tout ça, ça conduit à des problèmes de limitation physique et à des souffrances psychologiques importantes. Suivant. Ces vieilles personnes, et là c'est un clin d'œil, nous disent « Oh non, pas de vaccin pour la grippe. J'aimerais mourir de quelque chose, enfin. » Et ces personnes-là, certains vont penser qu'elles ont perdu leur discernement. Elles ont tout leur discernement et on va maintenant s'arrêter un peu sur le discernement qui est fondamental. Cette capacité de discernement, elle est définie par notre article 16 du Code civil comme suit. Toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n'en est pas privée par suite de maladies mentales, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Bon, c'est un texte juridique, mais au lit du malade, on ne peut pas forcément en faire grand-chose. Suivant. Alors l'Académie suisse a réfléchi. Ouf, alors très bien. 5 minutes, oula. Et elle a défini les critères de capacité de discernement. C'est l'aptitude de comprendre les informations données sur la décision à prendre. C'est l'aptitude de juger correctement la situation et les conséquences d'options alternatives. C'est l'aptitude de juger rationnellement les informations reçues dans le contexte d'un système de valeurs cohérent. Et c'est l'aptitude d'exprimer son choix personnel. Suivant. C'est encore difficile et pour aborder ce discernement, Exit utilise un test en 10 questions. Je ne vais pas passer ces 10 questions. Chacune de ces questions donne lieu à des réponses qui peuvent faire l'objet de questions complémentaires. Suivant. Ce questionnaire, en fait, est basé sur des travaux de Silberfeld quant à la capacité de remplir des directives anticipées. Elle permet de différencier les patients qui ont un déficit cognitif modéré et qui sont capables de remplir une directive anticipée de ceux qui sont déments et qui sont dans l'incapacité d'établir une telle directive anticipée.
Le questionnaire a montré une forte corrélation des résultats par des examinateurs différents. Ils ont montré qu'un score supérieur ou 6 à 6 réponses cohérentes indique une compétence permettant d'établir des directives anticipées et d'affirmer une capacité de discernement. Ce questionnaire nous apparaît comme un instrument adéquat pour évaluer la capacité que possède le patient à comprendre sa situation, la faculté qu'il a d'en rendre compte rationnellement à autrui, ainsi qu'à se rendre compte des conséquences de sa demande pour lui-même et ses proches. Suivant. Les médecins sont hostiles. Un bon client est un client vivant. Suivant. L'hostilité s'est un petit peu amenuisée et depuis 2005, l'Académie suisse a fait un pas vers nos thèses. Pour l'Académie suisse, d'une part, l'assistance au suicide ne fait pas partie de l'activité médicale, le médecin étant tenu d'utiliser ses compétences médicales dans le but de soigner, soulager ou accompagner son patient. D'autre part, il doit tenir compte de la volonté du patient, ce qui peut signifier que la décision morale ou personnelle du médecin d'apporter une aide au suicide à un patient mourant, dans certains cas particuliers, doit être respectée. Suivant, et je terminerai là-dessus, appelez exit. Oh, vous n'allez pas nous quitter sans avoir connu nos soins palliatifs. Nous ne sommes pas contre les soins palliatifs. C'est une option, mais en aucun cas une obligation. Et il y a bien des situations où ces soins palliatifs n'apporteront rien. Je termine. Merci, docteur, de cette intervention à la fois pleine d'humour et d'information. Je crois que vous avez vu tous deux l'écoute, la qualité de l'écoute, parce que tous les deux, vous nous avez donné beaucoup d'éléments de réflexion. Nous avons compris aussi que les systèmes que vous avez mis en place en Belgique et en Suisse ne sont pas les mêmes. Il y a de grandes différences. Donc cela montre que la réflexion que nous devons avoir doit se nourrir des expériences des uns et des autres et qu'il y a matière. Donc merci. Et je fais la remarque que quand même pour nous, Français, c'est une belle leçon d'humilité parce qu'on a très souvent un regard un peu condescendant pour nos cousins de Belgique et de Suisse, considérer qu'ils seraient un peu sous-développés intellectuellement et qu'ils parlent un français avec un drôle d'accent. Mais il faut bien convenir que dans ce domaine comme dans d'autres, en matière de liberté, ils sont dans le wagon de tête et nous sommes plutôt dans le wagon de queue. Donc merci de l'audace de venir nous défier dans l'Hexagone parce que nous avons sans aucun doute d'être un peu boostés, nous avons besoin d'être boostés pour retrouver le schéma d'émancipation dont nous disons toujours partout dans le monde qu'il est franco-français et il l'est peut-être un peu moins qu'autrefois.